Bonjour et merci pour votre présence et merci à Aline et à toute l'équipe qui organise cette journée autour de la data. C'est l'occasion d'aborder des sujets parfois non traités par ailleurs, et donc c'est le thème de ce que je vous propose aujourd'hui de suivre ensemble. Donc je vais me présenter rapidement. J'ai créé ma société l'année dernière autour de ce que j'appelle l'intelligence augmentée, c'est-à-dire l'intelligence pour moi elle n'est pas artificielle, elle est humaine, et les machines sont là pour nous aider à élargir notre spectre de compétences et de compréhension du monde qui nous entoure. Je suis partenaire d'un éditeur logiciel donc, qui est spécialisé dans les réseaux bayésiens. On va voir ce que c'est pour la causalité. Et puis, j'ai été contributeur du rapport Villani sur la stratégie française en intelligence artificielle qui a été remise au président de la République en mars dernier. Alors, corrélation ou causalité, nous allons aborder cette thématique de manière pragmatique, mais sans laisser de côté les choses importantes. Nous allons commencer, j'ai intitulé ça, c'est l'expression anglaise pour dire qu'il pleut des cordes. Et je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce que pour dire il pleut des cordes, ils disent il pleut des chiens et des chats. J'ai demandé à des amis anglais, américains, australiens, tout ce qu'on veut, ils ne savent pas. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, on a une expression en France qui est c'est un temps à ne pas laisser un chien ou un chat dehors. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand il pleut très fort ? Si vous êtes assis chez vous, il se peut que les chats et les chiens qui traînent dehors rentrent et que vous ayez l'impression que le vacarme que vous entendez tomber, ce sont des chiens et des chats. D'où le titre. Donc je vous invite à commencer par une brève histoire de la causalité. Alors c'est une thématique qui combine la philosophie, les mathématiques, la psychologie et l'intelligence artificielle. Et on va voir que ça a commencé avec David Hume, donc un Anglais, qui lui parlait de conditions de régularité, donc c'est ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire une chose cause une autre chose s'il y a un effet qui est régulier sur cette chose, du genre je rentre dans ma voiture, je tourne la clé, ça démarre, donc c'est le fait de tourner la clé qui fait démarrer la voiture. Sauf qu'il y a des cas où je rentre dans ma voiture, je tourne la clé et ça ne démarre pas. Donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Et donc petit à petit, on s'est dit, pour caractériser la causalité, on va rajouter un ensemble de contraintes dans lesquelles les choses fonctionnent. Donc il faut que la batterie soit en bon fonctionnement, etc. Une fois que cette question de contexte est passée, on s'aperçoit qu'il reste des questions sur l'incertitude. La physique quantique, par exemple, nous dit que les désintégrations sont probabilistes. Donc si j'ai un compteur Gégère pour mesurer quelque chose, il se peut qu'à un moment donné, dans les mêmes conditions expérimentales, ça marche, et dans l'autre, ça ne marche pas. Et donc, à partir de là, début des années 1900, ont émergé quelques théories qui sont actuellement celles qui sont retenues la plupart du temps pour traiter de la causalité en sciences. Et donc, notamment ce modèle de Neumann-Rubin, donc sur les résultats potentiels ou contrefactuels. Qu'est-ce que c'est cette théorie ? C'est qu'en fait, on se dit qu'un effet n'apparaît pas s'il n'y a pas la cause. Et donc, on va construire des modèles dans lesquels on va intervenir pour déclencher des effets. Voilà. Si j'agis sur quelque chose et qu'il se produit quelque chose, en introduisant des probabilités et tout ce qu'il faut, c'est que la chose en question a bien un effet. Et puis, il y a Judea Pearl qui, lui, va rendre formelle cette manière de faire de la causalité. C'est très compliqué de construire des modèles statistiques là-dessus, en passant par les réseaux bayésiens, donc en disant il y a une façon de faire autre que les mathématiques qui vont permettre d'aller plus loin. Alors, qui ont besoin des mathématiques, mais qui vont pouvoir être assez puissantes, puisqu'on a l'intelligence artificielle maintenant. Donc il a eu l'équivalent du prix Nobel en intelligence artificielle en 2011 pour ses travaux qui ont permis de développer un calcul probabiliste et un raisonnement causal en intelligence artificielle. Il fait partie de ceux qui ont permis de sortir de cet hiver de l'IA dans lesquels les systèmes experts étaient construits à base des règles.
Voilà, on allait voir un expert, on lui disait expliquez-nous comment vous fonctionnez, et il fallait prendre en compte tous les cas possibles et imaginables. Et puis les systèmes, au bout d'un moment, on ne pouvait plus combiner des règles, et ça faisait des combinaisons atroces, et on ne s'en sortait pas. Donc il appelle ça un réseau parce que c'est un informaticien, et puis il appelle ça bayésien parce qu'on fait de l'inférence statistique, donc des probabilités conditionnelles, des probabilités bayésiennes. Et il y a cette phrase que j'aime bien donner en commençant, de Stuart Russell. Donc tous ceux qui font de l'intelligence artificielle ont au moins lu une fois dans leur vie un livre de Stuart Russell, ou au moins un chapitre de ses livres, et qui nous dit qu'on ne peut pas faire de l'intelligence artificielle si on ne sait pas ce que c'est que des réseaux bayésiens, en quelque sorte. Ça serait l'équivalent de dire je fais de l'informatique et je ne sais pas ce que c'est du binaire, faire des calculs booléens. Et paradoxalement, dans les formations qu'on a, en France ou à l'étranger, c'est quelque chose qui n'est pas abordé systématiquement, voire même très rarement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau bayésien ? Rapidement, on va représenter de manière qualitative, c'est-à-dire avec un dessin, et de manière quantitative, c'est-à-dire avec des probabilités, de la connaissance. Par exemple, là, je n'ai pas besoin d'être ingénieur en statistique pour comprendre ce que je veux caractériser comme relation de cause à effet. Voilà, je relie l'âge au fait de fumer. Donc la partie quantitative, ce sont des nœuds et des arcs. Et puis la partie qualitative, ce sont les tables de probabilité qu'on va associer. Donc, par exemple, ici, dans ma catégorie âge, j'ai 25% de jeunes adultes, 40% d'adultes, 35% de seniors. Dans ma catégorie fumeur, j'ai, sachant que c'est un jeune adulte, 70% de chances qu'il fume, 30% de chances qu'il ne fume pas. Sachant que c'est un adulte, 50% de chances qu'il fume, 50% qu'il ne fume pas, etc. Et la puissance de ces réseaux bayésiens, c'est en fait de laisser de côté toute la modélisation mathématique à travers cet arc qui va être une équation non paramétrique et probabiliste. C'est-à-dire on ne se pose plus de questions de savoir si c'est linéaire, pas linéaire, on n'en a rien à faire. Tout ce qu'il nous faut, c'est ce dessin. Comment ça se situe ? C'est une technologie d'intelligence artificielle qui est particulièrement adaptée pour la recherche, pour le raisonnement. Souvent, on confond statistiques bayésiennes et réseaux bayésiens. Donc, ce petit graphique permet de comprendre ce qu'il en est. Je rappelle, c'est un informaticien qui a donné ce nom. Ça aurait été un statisticien, il l'aurait sûrement appelé autrement. Mais on va utiliser donc des statistiques classiques pour faire de l'inférence, c'est-à-dire qu'on va faire de l'apprentissage automatique, etc. Et puis, on va aussi avoir la possibilité d'utiliser les statistiques bayésiennes pour remonter des effets aux causes. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions à certains moments. Et donc, ce qu'on propose avec les réseaux bayésiens, contrairement aux réseaux de neurones, c'est quelque chose qui est transparent. Vous avez vu le dessin tout à l'heure. Je ne vous demande pas de connaître un langage de programmation pour le faire. Mais vous pouvez me dire, en le regardant, s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Et puis on verra qu'on peut aussi interagir avec. On est dans ce que j'appelle le continuum humain-machine, c'est-à-dire on a vraiment cette interaction possible, à la fois de modéliser de la connaissance, donc en haut à droite, c'est-à-dire aucune donnée. On va s'asseoir avec des personnes, on va discuter avec eux, on va leur permettre d'exprimer leur expertise en traçant ces fameux graphiques. Et ensuite, tout le travail sera derrière d'aller chercher les probabilités, donc soit des probabilités intuitives. Si vous demandez à quelqu'un à l'accueil quel est le pourcentage d'hommes et de femmes qui rentrent, cette personne a une idée. Vous n'avez pas besoin de mettre un système informatique pour ça quand vous commencez. Ensuite, vous pouvez mettre en place tous les capteurs qu'il faut. Et puis de la data, donc avec du big data, on a des algorithmes qui vont construire le réseau. Par contre, quand le réseau sera construit par des machines, c'est là qu'est toute la problématique, ça ne sera pas des réseaux causaux. Ils vont faire des relations, ils vont mettre en lien les choses qui s'apportent mutuellement le plus d'informations, et ça sera tout. Et donc on aura besoin d'intervention humaine pour aller plus loin. Et à partir de ça, on peut faire tout ce qui est possible et imaginable actuellement en intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça permet pour terminer ce point ? C'est un outil de communication assez puissant. Le data scientist n'a pas le travail de rédaction, etc., pour présenter ses modèles. On va rarement au comité de direction avec 50 pages de code en disant voilà, essayez de trouver où ça ne marche pas. Là, vous présentez le graphe, on peut vous dire tout de suite si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Même une femme de ménage sait si tel produit mis en relation avec tel autre, ça a du sens ou pas. On arrive à modéliser de la connaissance assez facilement.
On a une capacité d'inférence, c'est-à-dire de raisonnement qui est associée à la machine, dans tous les sens, on verra. On peut traiter de la causalité, ce que 99, je ne sais pas combien % des logiciels ne font pas. Et puis on peut faire de la data science comme tout un chacun, et tout ceci dans un seul cadre conceptuel. On ne va pas passer d'un modèle type régression, un modèle type ACP, un modèle, etc. On est vraiment dans un cadre conceptuel, et on va utiliser ce cadre pour traiter ce dont on a besoin. Alors allons-y, avec une petite histoire. Voilà la problématique qui se pose. On est dans un monde incertain, complexe, et la question qui se pose, c'est celle-là, c'est sur quel bouton je peux appuyer, quels sont les leviers sur lesquels je peux agir, qu'est-ce que je peux faire, en connaissance de cause. Alors depuis le début de l'humanité, nous avons notre expertise, nous acquérons des choses petit à petit, et puis depuis un certain temps, on a aussi la data qui peut venir à notre secours en capturant des informations que nous ne percevons pas forcément. Et puis, par contre, on se retrouve à des situations un peu bizarres comme celle-ci. Quel est le lien entre Miss America et le nombre de meurtres par vapeur et objets chauds? Si on fait des courbes, ah tiens, ça se confond superbement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes ont... je sais pas, ça n'a pas de sens. On voit une super corrélation. La corrélation n'a pas de sens. Il n'a pas de sens causal, du moins. Et donc on se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire de la causalité? Quelle est la courbe qui influe l'autre? Ou est-ce que c'est du pur hasard? Et comment est-ce qu'on fait pour s'en dépatouiller? Alors ce que Pearl va donner comme solution, et je donne cet exemple-là qui est assez parlant, seconde loi de Newton, voilà comment Newton l'écrit. Il nous dit que, donc c'est le texte latin, mais le F, c'est une force, et le A, c'est une accélération. Il nous dit que quand on applique une force à un objet, cet objet se met en mouvement. Donc le signe égal ici, c'est bien un signe de causalité. Quand on va le résoudre mathématiquement, on va avoir, cette fois-ci, le fait qu'une force va créer de la masse, ce qui n'existe pas en physique classique. Et on voit que l'interprétation du signe égal n'est plus le même. La conclusion que Pearl donne, c'est que l'algèbre n'est pas capable d'encoder de la causalité. La solution qu'il donne, c'est un graphe. Avec un graphe, ça parle tout de suite, l'accélération dépend de la masse et de la force. Pas besoin d'équation, un dessin. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, le machine learning, quand il va construire des graphes, ne sera pas capable, donc il va faire des flèches dans les sens qu'il veut, et ça sera à l'être humain ensuite d'aller se dépatouiller de ça. L'autre question qu'on se pose souvent, c'est par exemple celle-ci. Vous êtes un bureau marketing, on vous demande de trouver une cible pour un produit, vous trouvez que la moyenne des revenus doit être de 3 000 € et l'expérience professionnelle moyenne doit être de 3 ans pour votre cible. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez lancer votre opération marketing là-dessus, sauf que les personnes qui gagnent 3 000 € et qui ont une expérience professionnelle de 3 ans n'existent pas. Une moyenne, ça n'existe pas. Par contre, la probabilité, si vous passez par les probabilités, vous apercevez en effet que ce n'est pas la peine de chercher là. Donc comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Et là, on n'est qu'en 2 dimensions, on peut le visualiser. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille en dimension assez énorme? Donc, comment traiter l'incertitude? Avec les probabilités, bien sûr. Donc, il y a plusieurs types d'incertitudes. Et on se dit, on va combiner ça avec de la logique. Et donc, on remonte à Aristote, qui fonde toutes les mathématiques modernes, et son principe de tiers exclu, qui dit une chose est soit vraie, soit fausse. En fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de cas où les choses ne sont pas soit vraies, soit fausses. S'il pleut, je prends un parapluie, mais s'il pleut, je peux ne pas prendre un parapluie, ou s'il ne pleut pas, je peux prendre un parapluie pour me protéger de la chaleur, etc. Et dans la logique, on ne peut pas faire apparaître, c'est du binaire, c'est du 0 ou du 1, on ne peut pas faire apparaître cette incertitude. Donc l'algèbre ne marche pas, la logique ne marche pas.
On nous dit qu'il faut du big data pour faire de l'inférence. On va voir ce qui se passe. D'après vous, quelles sont les couleurs des boules dans la boîte, dans la boîte? On a une dame qui tire des boules. Rouge. OK. Et maintenant, qu'elle en tire une autre? Rouge et blanc. OK. Et on sait, intuitivement, ce qu'on s'attend à voir quand la boîte sera ouverte ou pas. Une proportion de 4/5 de rouge et 1/5 de blanc. On se dit que ce qui est à gauche est inattendu. Et donc, ça, c'est une grosse source d'information. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ça? Ou ce qui est à droite, après tout, c'est quelque chose de banal. Et donc, quand on va encoder des systèmes, on aura ce qu'on appelle notre log loss, qui sera la quantité d'informations qui va nous être nécessaire pour caractériser quelque chose. Caractériser le fait que l'essentiel des boules est blanche dans la boîte, ça va me demander beaucoup d'énergie et d'explications suite à ce qui s'est passé, plutôt que caractériser ce qui s'est passé là. Mon système n'a pas besoin d'aller puiser beaucoup d'informations. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de l'expertise humaine? On a des machines, nous on est capable de le faire. En effet, une machine, pour déduire tout ça, qu'est-ce qu'il lui faut? Et puis on s'aperçoit aussi que l'être humain a une manière de raisonner un peu particulière, c'est qu'on est très fort pour aller de la cause vers l'effet. Voilà, on est très fort pour faire de la simulation, notre cerveau est câblé pour ça. Par contre, c'est un sens unidirectionnel et on marche à l'intuition. Le cas typique, c'est quand on a une équation, on sait très bien la lire dans un sens. Par contre, si je vous demande de me trouver la valeur de x1, déjà, le cerveau commence à s'embrouiller, il faut se lancer dans des trucs un peu bizarres. Quand on fait du diagnostic, c'est-à-dire quand on remonte de l'effet à la cause, eh ben, notre cerveau a des biais, il n'est pas capable de gérer tout ça, même pour des cas tout simples, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, gérer l'incertitude, c'est assez compliqué. La solution pour ça, c'est justement, dans ces réseaux bayésiens, d'encoder à l'intérieur de ces graphes une machine qui va permettre de faire de l'inférence multidirectionnelle, c'est-à-dire qui va calculer automatiquement les probabilités et sécuriser les choses. Alors allons-y, un petit exemple. Je vais vous prendre comme jury. Donc vous êtes jury, là. Il y a eu un accident hier, à la tombée de la nuit. Un taxi a renversé quelqu'un et s'est enfui. Dans une ville où 85% des taxis sont jaunes et 15% sont blancs. Il y avait un témoin qui dit « le taxi était blanc ». On vote. Qu'est-ce qui dit que le témoin dit vrai? Personne. Sans aucun autre élément. Logique d'Aristote. On rentre les prémices, etc. Le taxi a fait l'accident, il y a 2 compagnies de taxi, etc. C'est clair, c'est vrai ou faux. Donc le coupable, c'est le blanc. Si on passe à un monde probabiliste, là on va dire, en tenant compte, donc ce que vous voyez à droite voilà, la probabilité que le témoin dise blanc, sachant que la vraie couleur du taxi est blanc, est 80%. Donc il y a un expert qui dit oui, mais vu la nuit, vu l'heure que c'était, on ne peut pas se fier à 100% à ce que dit le témoin. Donc quand le témoin donne une couleur, cette couleur est vraie à 80% et fausse à 20%. Donc pour le blanc, quand il dit blanc, c'est vrai à 80%, quand il dit jaune, c'est vrai à 80%. Alors à partir de là, est-ce que vous avez une nouvelle opinion? Ça s'est complexifié un petit peu. Allez, un avis. Plutôt blanc? À combien de pourcents blanc si on rentre dans des probas? 100% blanc? 80% blanc? Vous ne risquez rien. Allez, allons-y. On vote. On aime bien jouer. Qui est pour le blanc? OK. Je ne demande pas le pourcentage que vous donnez en proba. OK. Et le reste pour le jaune ou sans avis? Alors, allons-y.
Si on applique la formule de Bayes, ça nous donne ça. Juste pour 2 nœuds. Hein. Donc vous imaginez si on est en dimension x pour faire le calcul. Donc la formule de Bayes nous dit, au départ j'ai une hypothèse, c'est mon P de H là dans la formule en haut. Comment je vais réviser cette hypothèse en fonction des infos que j'ai pour calculer mon P de H, sachant mes évidences. Et bien on va le faire avec un réseau bayésien et on va voir ce que ça nous donne. Donc on va le coder comme ça, on fait notre dessin, et puis dans chaque boule, on met les probabilités qui nous intéressent. Donc le taxi, les couleurs sont 85% jaune, 15% blanc. Et le témoin, ben voilà, sachant que la couleur du taxi est blanche, la couleur du taxi est jaune, le témoin va dire jaune à 80%, blanc à 20%. Sachant que la couleur du taxi est blanche, le témoin va dire jaune à 20% et blanc à 80%. On encode ici l'expertise médicale. Donc on a ces petits graphes de distribution. Alors on voit déjà que la probabilité conditionnelle qu'on a là n'est pas ce qui est ici. On a recalculé et pondéré tout ça en fonction de ce qu'on avait avant. Donc on voit que avant même que le témoin arrive, avec ce qu'on sait, notre cerveau, il devrait se dire, voilà, dans l'état des lieux actuels, si un témoin arrive, d'avance, je sais qu'il y a 71% de chances qui disent jaune et 29% qui disent blanc. On fait la simulation pour vérifier. Donc simulation, on dit le taxi est à 100% blanc. Qu'est-ce qui se passe? On retrouve bien les 20-80. Si le taxi est blanc, le témoin va dire qu'il est blanc à 80% et jaune sinon. Si on fait dans l'autre sens, c'est-à-dire si cette fois-ci on force les probabilités, on dit maintenant je sais que le témoin a dit blanc. Comment est-ce qu'on va faire? On lance le calcul et en fait le calcul s'avère que quand le témoin dit blanc, le taxi a 58% d'être jaune. Et ça, notre cerveau est incapable de le faire pour 2 dimensions. Donc je vous laisse imaginer la suite. On peut aussi, avec des réseaux bayésiens, faire de l'inférence probabiliste. C'est-à-dire, en fait, le témoin que j'ai, l'expert va dire, il a des difficultés sur le blanc et sur le jaune. Alors quand il va dire blanc, vous pouvez être sûr qu'à 90%, ça sera juste. Et quand il va dire jaune, vous pouvez être sûr à 60% que sur le jaune, il sera bon. Et le système va recalculer ce truc comme ça, et ainsi de suite. Et ce qui va se passer dans un réseau bayésien, c'est que peu importe la taille du réseau, 1000 nœuds, les calculs vont se propager à tous les nœuds pour les actualiser. Allez, c'est pas tout, on continue. On va faire un petit tour par une représentation du monde analytique pour bien comprendre les enjeux qui vont suivre. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est par exemple ça pour Paris. Ce n'est pas Paris, mais c'est une modélisation de Paris si je veux visiter des monuments historiques, par exemple. Là, c'est une autre modélisation de Paris. Modélisation du corps humain, modélisation de l'univers connu à une certaine époque, modélisation d'un phénomène mécanique par une équation, et la modélisation par réseau bayésien. Un modèle, c'est on va représenter le monde selon certains aspects qui nous intéressent. Et donc, ce que je propose là, ça sera un modèle qui est, comme tous les modèles, qui est caricatural, mais qui sera bien utile pour comprendre les enjeux qui se jouent quand on fait des statistiques, de l'intelligence artificielle, de la data science. Et je vous propose, pour construire cette carte, de prendre 2 axes. Donc le premier axe, c'est à quoi va servir le modèle. Quand on fait quelque chose, c'est bien de savoir pourquoi. Et en fait, on s'aperçoit que même des scientifiques renommés ne savent pas faire la différence entre corrélation et causalité. Et donc ce premier axe va nous définir quel est le but du modèle. C'est d'expliquer ou c'est de faire de la prévision. Ensuite, donc juste pour en effet vous aider à distinguer les choses,
Corrélation, c'est des questions du genre, quelle est la probabilité qu'un client soit intéressé par mon produit? Quelle est la probabilité qu'une start-up fasse faillite? Causalité, on rentre dans autre chose. Quels sont les leviers d'optimisation de mes ventes? Quels sont les effets réels d'une molécule? Est-ce que vous voyez la différence entre les deux types de questionnement? Dans un cas, on prend sa loupe et on explore les données pour trouver quelque chose. Dans l'autre cas, on agit sur des leviers, d'où l'intervention. C'est des modèles qui sont faits tout spécialement pour ça. Vous allez intervenir dans le modèle et voir comment les choses bougent. Et puis l'autre axe qu'on va prendre, c'est l'axe des sources de notre modèle. Qu'est-ce qu'on prend comme source pour construire notre modèle? De la théorie pure ou bien des données. Les données prennent de plus en plus d'importance et on nous dit que le machine learning va balayer toutes les théories et qu'en fait, si on a toutes les données du monde, on n'aura plus besoin de théorie. Et on va voir que non. Alors, où est-ce que vous placeriez le machine learning sur cette carte? Il y a 4 cadrans. Plutôt en haut, plutôt en bas, en haut à gauche? OK. Bon, et qu'est-ce qui s'occupe du reste de la carte? Personne. Le reste de la carte, pourtant, c'est le plus important. C'est le côté où on se pose les questions humaines, qui sont pourquoi les choses arrivent, comment elles arrivent, qui est responsable de ce qui se passe. Et on s'aperçoit que d'un côté, on a ce qui est du prédictif, on part de données informationnelles, on récupère des infos et on les traite sans se poser de questions. Et puis de l'autre, on a des modèles causaux pour faire de l'inférence. Par exemple, si vous utilisez du machine learning pour décider de mettre un médicament sur le marché, c'est à vos risques et périls, mais je crois que ça dure entre 7 et 12 ans de procédure pour faire des tests pour valider les choses. Donc il y a bien quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Et en fait, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Tout simplement par l'expertise humaine. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et les réseaux bayésiens sont une technologie qui permet de couvrir les 4 cadrans de notre carte, que ce soit avec données, sans données, que ce soit pour traiter de la corrélation ou de la causalité. Alors allons-y. On va s'occuper de ce qui se passe, puisque notre thématique c'est la causalité, de ce qui se passe en bas à droite. On va coder de la connaissance et puis faire un petit peu d'inférence. Je vous mets encore à contribution. À vue de nez, comme ça, quel est le garage qui correspond à la maison la plus chère, si vous baladez dans la rue? B, C, bon, pas la A priori. Ok, très bien. Vous êtes curieux, statisticien, vous allez prendre toutes les données que vous avez et puis vous tracez et vous dites « Ah ouais, super, il y a une corrélation, il y a une droite de régression entre le nombre de garages et le prix des maisons avec une pente de 71 000. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un garage de plus, la maison coûte 71 000 de plus. » Vous êtes un investisseur averti. À partir de ces données d'observation, vous dites « Super, chérie, on construit 2 garages. » Oui, c'est logique. Donc vous faites venir quelqu'un pour vous construire vos 2 garages, et puis vous pouvez vous asseoir sur vos 142 000 de plus. On comprend intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il s'est passé le fait qu'on est intervenu dans le modèle. On avait un modèle, et on a décidé de le perturber. Et c'est ce que Pearl dit, c'est que quand on intervient dans un modèle, on change le système, et si on change le système, toutes les variables changent. Donc ça n'a plus de sens, ce que l'on va faire. Et donc on va voir comment on peut intervenir dans un modèle tout en conservant cette capacité à faire de la causalité. Donc la statistique classique, qui est basée sur de l'inférence observationnelle, qui fait de la prédiction avec de la régression, on voit que ça ne nous donne rien. Et puis, faire de la causalité, ça nécessite qu'on intervienne, mais comment est-ce qu'on peut faire? Vu qu'on a des données d'observation, qu'on est en haut de notre cadran, en haut à gauche, comment est-ce qu'on peut passer à droite?
on s'arrête là. Les mathématiques sont impuissantes, les stats classiques sont impuissantes à le faire, à moins de passer à des choses un peu plus complexes. On sait très bien observer, mais on ne sait pas agir dessus. On arrête tout? Non, on continue. Et là, je vais vous mettre à contribution sur un sujet de pub. Une société fait de la pub. Et puis, donc une société qui vend des voitures. Et puis, elle recueille des données de certaines personnes. Donc, les données sont, est-ce que vous avez été exposé à la pub? Oui, non, donc 0, 1. Est-ce que vous avez acheté la voiture? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Oui, non. Et est-ce que vous avez essayé la voiture? Donc on est sur des données non expérimentales, c'est-à-dire on ne peut pas faire de la causalité avec. Il faut bien se dire que les données qu'on ne récupère pas avec des protocoles expérimentaux sont des données avec lesquelles on ne peut pas faire de causalité. Bon, on va traiter ces chiffres tels qu'ils arrivent. 50% d'hommes, 50% de femmes, donc c'est équilibré. 50% ont vu, ok. 50% ont essayé, ok. Et puis, dans ce qu'on a pris, 47% n'ont pas acheté, 52% ont acheté. Bon, mais est-ce que la pub a eu de l'effet? On cherche de la causalité. Bon, il y a quelqu'un qui fait une analyse croisée. Et puis, en fait, quand on regarde ceux qui ont été exposés à la pub, il y a une différence de 15% entre ceux qui n'achètent pas et ceux qui achètent. Et puis il y en a un autre qui arrive avec un autre tableau qui dit oui, mais si on ajoute le fait que c'est un homme ou une femme. Ah ouais, d'accord, la pub a eu un effet, ça a tout fait augmenter de 5%. Et puis un autre arrive, dit oui, mais si en plus on ajoute le fait qu'ils ont essayé la voiture ou pas. Ok, et puis ensuite si on combine tout, bon, quel est le tableau qu'on présente au patron? Celui qui lui fera plaisir, celui qui évite qu'on se fasse taper sur les doigts. Voilà, on a un tableau qui nous dit que, en gros, ça ne sert à rien. Un autre, ça augmente de 5%. Un autre, ça baisse de 15%. Et l'autre, ça baisse de 20%. Lequel tableau vous choisissez? Sur quelle base? Donc bon, tout ça pour dire, le data-driven, ça ne marche pas là. Il faut aller un petit peu plus loin, ou sinon faire appel à Madame Irma. Ça peut être une solution aussi, mais souvent on se cantonne à ça. On ne va pas chercher beaucoup plus loin. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sur des données observationnelles, c'est-à-dire on se balade, on observe des chiffres. Mais on n'a pas construit une expérience pour ça. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est on connaît de l'observationnel et on veut passer à des choses qu'on ne connaît pas, donc faire de la causalité. Et on est dans deux mondes complètement différents. Et on va trouver la passerelle entre ces deux mondes. Si on refait la carte de manière différente, oui. Ça ne changera rien. L'exemple que je prends souvent, c'est si vous êtes pêcheur et que vous pêchez en mer du Nord, vous aurez toujours la même sorte de poisson, que vous en pêchiez 10 000, 1 million, 100 000, vous n'aurez jamais ceux qu'il y a dans les pays tropicaux. Donc tout va dépendre de votre protocole expérimental. Si vous voulez vraiment avoir des échantillons, il faut que vous alliez au bon endroit, chercher les bonnes infos et construire votre modèle. Donc la quantité de données n'apporte rien. Et en fait, toute la problématique qu'on a, elle est là, c'est qu'en fait, on est sur des modèles où on travaille avec ce que l'on observe. Et en fait, on veut, nous, sortir des informations sur des choses sur lesquelles on agit. Et la passerelle entre les deux ne peut pas se faire, si ce n'est... Donc dans un cas, on observe le monde, dans l'autre, on veut changer le système. On peut faire cette passerelle, mais là, il faut rentrer dans de la théorie, et c'est ce qu'on va faire ensemble.
La corrélation, ce n'est pas la causalité, c'est cette phrase qu'on entend tout le temps, mais ça c'est vrai quand on est à gauche de notre graphique. Quand on est à droite, quand on fait des protocoles expérimentaux, la corrélation, c'est de la causalité. Et donc on doit faire cette passerelle. Comment est-ce qu'on peut, à partir des données observationnelles qu'on a, faire de la causalité? On va emprunter un chemin un peu risqué. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle l'analyse par identification, qui va nécessiter qu'on se mouille. C'est-à-dire on va devoir construire une histoire causale, on va devoir la coder, et ensuite on va devoir identifier qu'est-ce qui, dans cette histoire causale, a du sens d'être pris en compte ou pas pour estimer les effets. Alors allons-y. Construisons l'histoire causale. On a, est-ce que la personne est un homme ou une femme, gender? Est-ce qu'elle a été exposée à la pub? Est-ce qu'elle a essayé les voitures? Est-ce qu'elle a acheté? Selon vous, s'il y a des flèches à mettre, dans quel sens est-ce qu'on les mettrait? Alors, allons-y. Alors, de homme-femme vers quoi? Ce serait comme ça. OK. Ensuite. Alors, de homme-femme ou de exposé? Donc, ceux qui ont été exposés ont eu envie de conduire. Ça paraît logique. OK. Je sais pas. Donc on met des flèches partout. Ah ben on s'en fiche. Là, on veut vraiment capturer de la causalité. On ne se pose pas de questions théoriques ou quoi que ce soit. On est dans le monde réel. On se dit comment fonctionne le monde réel. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez qu'on construit un modèle en faisant des flèches. Je ne vous ai pas dit quelle est l'équation mathématique qu'il y a derrière et que personne ne serait capable d'écrire. OK? Très bien. Ça tombe bien, c'est le modèle que j'avais. Bon, maintenant qu'on a la théorie, comment est-ce qu'on va mettre des données dedans? Bon, on va récupérer les paramètres qu'on avait, on récupère notre tableau et on demande au système de nous calculer, de nous estimer, estimation classique, maximum de vraisemblance, l'étape de probabilité de notre système. Donc on retrouve les tableaux croisés, sachant que, etc. Et on voit par exemple que le nœud du bas, où il y a plein de flèches qui rentrent, ben, le tableau il commence à être un peu conséquent. Et donc dans les réseaux bayésiens, on s'attache en général à limiter le nombre de flèches en 30. Donc il y a des techniques pour ça. Troisième étape, on va intervenir dans le modèle. On veut chercher quel est l'effet de la pub. Alors bon, on a nos petits tableaux là de probabilité et on veut simuler une intervention sur l'exposition à la pub. Alors allons-y. Si j'agis en bas là sur l'exposition à la pub, donc ça, ils ont été exposés, l'intention, enfin l'acte d'achat est de 45%. Et ceux qui n'ont pas été exposés, il est de 60%. Bon. OK. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre ici? Ben, en fait, on s'aperçoit que l'achat est aussi influé, en fait, on voit dans les flèches que le sexe de la personne va influer sur l'achat. Et on voit en effet qu'il y a un effet de structure qui est assez marqué. C'est qu'en fait, quand on cherche qui achète, on cherche à savoir si c'est un homme ou une femme. Et donc ce qu'il faut, et c'est là qu'on va rentrer purement dans de la causalité, c'est qu'on va intervenir dans le modèle. On veut faire en fait en sorte que toute chose égale par ailleurs, quand on va agir sur le modèle, on verra les vrais effets causaux.
Donc il faut qu'on arrive à verrouiller le fait qu'on a affaire à un homme ou à une femme. Rapidement, la théorie de la causalité avec les diagrammes acycliques. En gros, un chemin causal, c'est un chemin qui va de l'origine jusqu'à la fin en suivant le sens des flèches. Donc ici, on a des chemins causaux qui sont celui-là et puis ces deux-là. Et puis les autres, dès lors qu'il y a une flèche qui ne va pas dans le sens pour aller vers l'achat, ce n'est pas un chemin causal. On voit que dans tous les cas, les chemins causaux ou les chemins qui ne le sont pas prennent en compte ou pas le fait qu'ils aient essayé la voiture. Et ce qu'on voudrait là, c'est contrôler le sexe, c'est-à-dire faire en sorte que toute chose égale par ailleurs, on puisse distinguer l'effet qui se passe. Donc faire en sorte que quand on simule, on reste à 50-50 hommes-femmes. Pour ça, il y a ce qu'on appelle la chirurgie de Graph. Donc on va couper l'arc. Sauf que donc gender, c'est ce qu'on appelle une variable de confusion, c'est-à-dire elle sème le trouble dans la recherche de la causalité. On va simuler une intervention. Une fois qu'on a coupé cet arc, donc il y a des calculs qui se font, on va pouvoir appliquer un traitement. Donc ça rejoint le langage médical un petit peu. Et on sait que quand on passe à ce stade, on est dans un modèle d'intervention sur lequel ce qu'on va faire, ça sera l'application de la causalité. Et donc avec notre modèle, en appliquant une intervention sur l'exposition à la pub, en fait, on s'aperçoit que l'intention d'achat, que l'acte d'achat était bien de 55% parmi les personnes interrogées. Et là, on peut dire avec certitude que l'effet causal de la publicité a augmenté les ventes de 5%. En fait, on est dans un modèle contrefactuel qui nous dit que si on n'avait rien fait, on serait à 45%. Et donc voilà le modèle qu'on peut proposer au boss. C'est le modèle dans lequel on a une augmentation de vente de 5%. Donc après, on peut écrire l'équation, etc. C'est encore une autre chose. Donc voilà rapidement une manière de faire. Donc on voit que ce n'est pas si simple que ça. Quand on veut, là on ne cherche pas de la corrélation, on cherche de la causalité. Donc c'est volontairement un exemple où on voit que quand on cherche de la corrélation, ça n'a pas de sens, il y a plein de chiffres qui vont dans tous les sens. Et si on veut vraiment être sûr de ce que l'on donne, il faut passer par ce stade. On peut aussi s'occuper de cette partie-là, c'est-à-dire quand on a énormément de données, on ne va pas s'amuser à faire toutes les flèches les unes après les autres. Comment est-ce qu'on peut faire ? Bon, là, je passe rapidement sur les méthodes de machine learning. Je rappelle que le machine learning ne peut pas découvrir de la causalité. Un exemple d'optimisation du marketing mix. Donc, comment est-ce que je peux allouer mes budgets ? J'ai des budgets de com, des budgets marketing, etc. Comment est-ce que je peux les allouer de manière à maximiser mes ventes ? Donc, les allouer de manière optimale. Donc, là, pour le coup, il faut énormément de données. On a les variables suivantes. Bon, voilà, la période de l'année. Est-ce que c'est de la pub télé, du print, du direct, de l'internet ? Est-ce qu'il y a eu des incentives ? Est-ce qu'on a fait des promotions avec d'autres partenaires, etc. Le trafic web. Est-ce que des personnes sont venues en magasin ? Est-ce qu'on a fait des tests auprès des personnes ? Et en faisant du machine learning, on arrive au modèle qui est là, à gauche. On a rajouté cette variable de coût. En fait, on veut optimiser, donc on rentre une fonction de coût en fonction de ce qu'on a comme pub, donc ces axes-là. Ça nécessite un travail d'identification des différentes variables pour savoir sur quelles variables est-ce qu'on peut effectivement agir ou pas, quelles sont les variables qui influent déjà sur notre modèle, sur lesquelles on peut agir, sur lesquelles on ne peut pas agir. On peut faire de l'inférence statistique après avec, par exemple,
Ici, si on dit la pub Internet se situe entre ces deux niveaux-là, entre 10 000 et 18 000, on voit que le trafic web, lui, va se situer entre 13 000 et 15 000, par exemple, etc. Les courbes qu'on va obtenir là seront causales, c'est-à-dire qu'on peut affirmer scientifiquement que, par exemple, le direct marketing, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. On perd de l'argent si on continue d'investir en direct marketing. Notre courbe, là, commence à plonger. Et pour s'en sortir, on fait appel à de l'optimisation. Donc on va lancer un algorithme en optimisation qui va nous dire la solution optimale pour maximiser vos ventes, c'est celle-là, par rapport à ce que vous avez initialement qui est au-dessus. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, voilà ce qu'on vous conseille comme fourchette à prendre. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe à concevoir, mais la manière de raisonner reste la même. Et puis sur le graphe en dessous, en fait, on distingue la quantité d'informations qu'apportent les différentes variables au système. Donc par exemple, le trafic web est la variable informationnelle la plus grande pour notre système. Les liens entre les variables indiquent des... Donc ici, c'est la corrélation de Pearson, il y en a d'autres. Par exemple, on voit que les ventes Internet sont très corrélées à la pub Internet, ce qui paraît logique, et puis que c'est très corrélé au jour du week-end. Oui, en général, les gens commandent le week-end. Donc on peut comme ça, il n'y a pas de ligne de code masquée, etc. On va voir son responsable, on va voir la personne qui est en charge de ça, on lui montre le modèle et elle est capable de dire si c'est bon, si c'est pas bon, s'il y a des choses à corriger. Et cette fois-ci, c'est fini. Donc on aura parcouru rapidement l'histoire de la causalité. On aura compris la différence entre données observationnelles et données causales. Dans un cas, corrélation égale causalité, quand on est dans de l'expérimental. Quand on est dans des données récupérées comme ça, non, c'est pas vrai. On aura compris grâce à notre graphe que y a des choses qui sont un peu dangereuses et qui nécessitent qu'on se mouille, qu'on fasse des modèles, mais on a vu que c'est pas très compliqué à faire un modèle finalement, il suffit de savoir faire des ronds et des flèches. Et puis on aura vu deux types de modèles, donc un modèle bâti, on va dire, avec beaucoup de théories et peu de data, et puis un autre modèle bâti avec beaucoup de données et du machine learning. Voilà, maintenant j'attends vos questions si vous en avez. Alors qui c'était? Oui, allez-y. Alors comment le mettre en œuvre? Soit il faut le développer vous-même, donc il y a des langages de programmation pour ça, soit il faut utiliser donc le partenaire avec lequel je travaille, Bayésia Lab, qui lui a une solution. En fait, on voit que la puissance des réseaux bayésiens, c'est dans le visuel. Il y a beaucoup de lectures de graphes déjà qui permettent d'accélérer la modélisation et ces choses-là. Et donc, voilà le genre de clients qui utilisent ça actuellement. Voilà. Donc c'est une petite boîte qui est basée à Laval et puis qui, depuis quelque temps, devient leader mondial dans ce domaine-là. Oui. Oui. Oui, il y a des techniques. En fait, c'est celles que je n'ai pas explicitées ici. C'est qu'il y a toute une identification des variables à faire. Et dans le modèle, on va paramétrer des variables qui auront un coût nul, d'autres variables qui auront un coût plus élevé. Enfin, il y a toute une... Non, ce n'est pas comme les réseaux de neurones, c'est scientifique. Il y a des articles dessus sur comment est-ce qu'à partir de données observationnelles, on peut monter des modèles
des modèles causaux fiables. Donc justement, il y a la seule bidouille, c'est dans le choix des variables éventuellement, ou dans le choix des algorithmes qui vont relier les nœuds entre eux, ou le seuil qu'on va donner de relations possibles. Mais voilà, le cadre théorique est vraiment médaille Turing en 2011, donc on peut dire que ça tient la route. Est-ce que certains d'entre vous s'étaient déjà posé la question de la causalité ou interprétaient la corrélation, voilà, quand les choses vont ensemble, c'est que l'une cause l'autre? Ouais, on ne se pose pas souvent ce genre de questions. Quand je me suis penché sur la chose ça fait plus de 3 ans maintenant, j'avais discuté avec le président de la société statistique de Grande-Bretagne, et c'était un séminaire où il parlait de la formation des étudiants et des choses comme ça. Et je dis, mais comment ça se fait que moi qui ai fait des stats pendant un certain temps, qui ai fait des études poussées en stats, j'ai jamais entendu parler de ces modèles-là? Il me dit, oui, on n'a pas le temps d'apprendre ça à nos étudiants, ils ont trop de choses à apprendre. Je lui dis, oui, mais quand même, dans la vraie vie, on n'a pas besoin de savoir que des courbes se suivent. Dans la vraie vie, on a besoin de savoir pourquoi les choses arrivent. Et c'est un peu la problématique actuelle qui est autour de tous ces algorithmes, de toutes ces boîtes noires qui tournent et qui sortent des choses. On nous dit que l'explicabilité n'existe pas. On voit ici que, en fait, en regardant un peu, si. Alors, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe, mais on peut se dire, je ne sais pas, supposer qu'il y ait des variables qui nous posent problème, on peut couper le lien entre les deux et relancer le modèle. Ça ne pose aucun souci. Exactement. On est complètement au contrôle de ce qu'on fait. Si on décide que dans le modèle, je ne sais pas, imaginez que c'est un modèle on entend souvent parler ça de modèles de scoring qui vont tenir compte de la nationalité de la personne ou de sa race ou peu importe. Vous lancez votre modèle, s'il détecte des relations qui sont interdites par la CNIL ou par votre morale, vous coupez les relations de cette variable-là. Donc vous la gardez dans votre modèle parce qu'elle a du sens, mais vous pouvez faire en sorte de la reléguer à un plan secondaire parce que vous l'estimez comme ça. Et ensuite, vous pouvez justifier. Pour le coup, ce n'est pas caché dans votre programme. Votre direction vous appelle et vous demande de justifier. Vous avez le modèle. Visuellement, on voit tout de suite. Et puis, on peut interagir avec et aller plus loin. Sachant qu'après, il y a des API qui permettent de développer ses propres interfaces ou de les intégrer dans ses propres systèmes. Il y a du machine learning. Enfin, pour construire le réseau, on a besoin de machine learning. Après, tout dépend de la problématique que vous avez. Si vous voulez si vous êtes dans le côté gauche et que ce qui vous intéresse, c'est juste du prédictif ou de la corrélation, c'est très bien. Si vous voulez donner des conseils à un client pour quels sont les leviers d'action, non pas regarder dans le passé ce qui s'est fait, mais demain, si j'agis, qu'est-ce qui se passe? Là, il faut basculer dans un autre monde. Oui, tout à fait. Ah, oui. Oui, il y a des algorithmes, il y a tout ce qu'il faut. Tout dépend de ce qu'on en attend. On voit que la fonction, le but de cette technologie-là, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe. Donc, tout ce qui est détection d'images rapides ou des choses comme ça, les réseaux de neurones vont beaucoup plus vite en termes de calcul. Après, si on veut pouvoir comprendre comment vont être construites ces images, ou même si on veut faire de l'élimination de variables, la couverture de Markov est implantée là-dedans, c'est-à-dire une fois qu'on se donne une variable cible, si on trouve ses parents, ses épouses et ses enfants, tout ce domaine-là est conditionnellement indépendant du reste. Donc vous imaginez, vous avez 10 000 variables à passer dans votre réseau de neurones, vous lancez ça avant, vous repérez quels sont, par rapport à votre cible, les parents, les épouses et les enfants, et toutes les autres, vous les mettez à la poubelle, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment un accélérateur aussi de modélisation.
D'autres questions? Très bien, ben, merci pour votre attention.